tous et d'abord merci de m'avoir invité dans ce public nombreux. Nous allons parler d'études supérieures. Effectivement, je pourrais vous en parler pour deux raisons. D'abord parce que c'est mon métier. On est attaché scientifique et universitaire à l'ambassade. On est là pour faire la promotion du système français d'enseignement supérieur. Et ensuite, je vais vous faire une confidence, il y a beaucoup d'attachés scientifiques et universitaires qui ont été étudiants à leur début. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour en parler, parce que mon expérience d'étudiant, évidemment, elle commence à dater un peu. Et donc, je pense que ce serait mieux de laisser parler les Vietnamiens ou les Vietnamiennes, c'est eux qui en parlent le mieux. Et pour cela, on va peut-être projeter une petite vidéo d'une étudiante vietnamienne qui fait actuellement une thèse en France et qui a bénéficié d'une bourse, et je vous invite à l'écouter. Je m'appelle Faure Henriette et je suis boursière de l'ambassade de France au Vietnam. Le son est un peu... Voilà. Vous avez, j'espère que vous avez bien entendu donc ce témoignage de cette étudiante qui est médecin en fait, et qui a bénéficié d'une filière assez exceptionnelle puisque c'est une filière francophone. Et il y a énormément de médecins qui suivent cette filière qui après vont faire des séjours dans les hôpitaux français et cette dame a continué par une thèse en France, thèse pour laquelle elle bénéficie d'une bourse de l'ambassade de France. Alors c'est un exemple à suivre. Nous avons chaque année un programme de bourse d'excellence qui sera publié d'ailleurs très prochainement. Soyez attentifs, nous le publions sur le site de l'ambassade. Mais donc ce sont des bourses d'excellence et cette année, en 2023, au total, nous avons octroyé environ une centaine de bourses pour des étudiants vietnamiens en France pour faire des masters ou des doctorats. Et c'est un effort considérable parce que peu de gens le savent, mais le Vietnam est le troisième bénéficiaire de bourses du gouvernement français au monde, sachant que le premier c'est l'Inde qui est quand même un pays de 1,4 milliard d'habitants. Voilà, donc effectivement on met beaucoup d'investissements pour donner des bourses aux meilleurs étudiants vietnamiens, mais en fait ces bourses de l'ambassade, sur laquelle bien entendu je vous encourage à candidater, ne sont que la partie émergée, si j'ose dire, de l'iceberg, parce qu'en fait, et c'est là mon principal message, tous les étudiants vietnamiens qui partent en France dans des universités publiques bénéficient de facto d'une bourse. Puisque en France, les études ne sont pas payées à leur prix coûtant. Un master en France, ça coûte en moyenne 15 000 € par an. Et un étudiant, même s'il n'a pas de bourse, il va payer un peu moins de 4 000 €. Ça veut dire que la différence, 11 000 €, elle est payée par le contribuable français, par l'État français. Et donc, c'est mon message. Tous les étudiants vietnamiens qui partent en France, dès que vous irez dans une université publique ou une école d'ingénieurs publics, vous bénéficiez en fait d'une bourse de plusieurs milliers d'euros par an. Et ça, c'est un immense avantage des études en France, voilà, que n'ont pas d'autres pays. Donc, et le fait, évidemment, que vous tous ici, vous parliez français, vous appreniez le français, ça vous positionne, évidemment, ça vous donne un avantage immense pour bénéficier de ces programmes. Donc voilà, vous n'êtes peut-être pas tous encore en master, certains d'entre vous démarrent leur licence, mais en tout cas, nous espérons revoir beaucoup d'entre vous qui sont là aujourd'hui pour bénéficier de nos programmes de bourse dans quelques années. Je vais aussi vous donner quelques conseils. Donc la compétition est élevée, hein. Nous avons eu une centaine de bourses cette année à l'ambassade, mais nous avons eu beaucoup plus de candidatures. Et la sélection ne se fait pas seulement sur des critères académiques. Parce que des très bons étudiants vietnamiens, il y en a plein. En fait, vous êtes tous très très bons et c'est très difficile de choisir. Et donc, la sélection, elle se fait sur d'autres critères. Et elle se fait notamment sur des critères de personnalité, des critères de charisme, des gens qui ont de l'humour, qui sont capables de prendre de la distance, qui sont capables aussi d'avoir un peu d'esprit critique. Et cet esprit critique, c'est aussi en apprenant le français que vous l'acquérez, parce qu'apprendre une langue, c'est aussi apprendre un autre mode de pensée. Et c'est là où justement vous tous qui apprenez le français, vous aussi développez aussi des compétences personnelles qui vous seront très utiles. On en parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente des compétences pour un entretien d'embauche, mais
Pour avoir une bourse, c'est aussi un peu comme un entretien d'embauche. Nous faisons des entretiens à l'ambassade avec des jurys pluridisciplinaires. Et en fait, c'est un peu comme un entretien d'embauche. Donc, il faut vous y préparer. Et pour ça, il n'y a pas de meilleure préparation que d'apprendre le français, que de lire des textes en français, que de regarder des films en français, et puis que de bénéficier de tous ces enseignements que vous pouvez avoir dans les meilleures universités vietnamiennes grâce à vos professeurs. Voilà mon message. Merci beaucoup, monsieur. Alors, là, c'est sur les bourses, d'accord? Si vous avez des questions, vous les gardez, on va les poser plus tard. Nous allons continuer avec monsieur Nicolas Mainetti, qui va parler d'un programme de mobilité et d'employabilité très intéressant pour les jeunes francophones de la région. Oui. Merci et rebonjour à toutes et tous. J'ai une présentation parce qu'avant de parler du programme de mobilité, je voulais parler aussi un petit peu de l'ensemble des formations francophones dans les établissements membres de l'AUF en Asie-Pacifique et puis aussi un peu voir ce que représente l'AUF dans le monde. C'est le mien ou c'est... C'est bon? Merci. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Donc, tout d'abord, l'AUF, comme je l'ai présenté un petit peu tout à l'heure, mais c'est un réseau qui est mondial. Et donc, on travaille bien entendu avec la France. Merci. On travaille bien entendu avec la France, donc une grande partie des universités sont membres de l'AUF, naturellement, mais on travaille en général dans 120 pays. Dans 120 pays avec 1000 universités. Donc c'est un catalogue qui est immense et qui offre des opportunités finalement à toutes et tous. Parce que vous êtes étudiant dans une université, mais ça peut aussi donner l'idée d'aller faire des études dans une autre, des courts séjours. Et donc, dans ces 120 pays, on a des espaces de services et on a plus de 200 espaces de services comme des centres d'employabilité francophone, des CEF. Il y en a un à Hanoï qui est à l'université de Hanoï. Il y en a un à Da Nang, il y en a plusieurs au Vietnam. Et donc, en général, dans le monde, il y a 200 espaces comme ça dans différentes universités. Et on anime aussi, au niveau des étudiants, des clubs étudiants, des clubs leaders étudiants francophones. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont membres d'un tel club, mais il y en a aussi au Vietnam. Et en général, dans le monde, il y a 230 clubs étudiants dans ces pays qui viennent juste à Toulouse de signer, de fonder une association internationale des étudiants francophones. Et donc ça donne l'opportunité d'échanger, il va y avoir une plateforme, et donc tous les étudiants francophones vont avoir la possibilité d'échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques qu'eux, mais dans d'autres pays. Maintenant, ça c'était pour l'AUF au niveau international, mais qu'est-ce qu'on représente au niveau de l'Asie-Pacifique? Puisqu'on a la direction Asie-Pacifique qui est à Hanoï au Vietnam. Donc nous, on existe depuis 30 ans au Vietnam et on représente 86 établissements, 86 universités dans 13 pays. Donc vous avez la carte ici, ça va de la Mongolie jusqu'à Tahiti en Polynésie française pour le plus loin d'ici, avec une bonne partie d'universités qui sont au Vietnam, mais également en Corée, en Inde, en Thaïlande, etc. Donc c'est tout ce réseau. C'est tout ce réseau qui comporte aussi, donc nous on fait partie, on anime aussi ces clubs d'étudiants, et dans la région il y a 16 clubs étudiants, leaders étudiants francophones, et on a aussi un réseau de 10 CEF, centres d'employabilité. Et on anime aussi des campus numériques francophones. Donc c'est pour vous dire un peu que le travail qui est fait par l'AUF est aussi un travail de réseau. Et donc, on a publié cette année la cartographie des formations francophones en Asie-Pacifique, et vous pouvez y accéder en scannant le QR code qui est ici aussi. Donc vous avez, ce sont des formations qui sont au français ou en français,
et qui sont assurées dans les universités membres de l'AEF dans la région Asie-Pacifique. Et donc ces formations, elles vont couvrir... Ces formations, elles vont couvrir différentes disciplines et à tous les niveaux. Une majorité de licences, comme la plupart des universités. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc une majorité de licences, mais aussi des masters et aussi des doctorats. Donc tout est possible, et donc il est aussi tout à fait possible de faire une licence chez un partenaire et un doctorat chez un autre, par exemple. Et donc la cartographie, elle a sélectionné 69 formations dans toute l'Asie-Pacifique sur 31 spécialités. Et donc on a les formations, pour l'instant, qui sont dans cette cartographie, qui sont au Vietnam, en France pour la Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français, la Mongolie, le Cambodge et la Chine. Donc si vous regardez, si vous avez un accès mobile, vous verrez aussi qu'il y a des menus, et donc vous pouvez naviguer dans ces menus et choisir des spécialités qui vous intéressent, ou des pays qui vous intéressent, ou des domaines, ou des niveaux, etc. Tout est possible, par exemple, une licence en lettres françaises en didactique du FLE à l'Institut des langues étrangères à l'Université royale de Phnom Penh, Cambodge, etc. Donc ça, c'est pour vous dire le réseau des universités et le réseau des formations. Mais maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est d'établir des mobilités. La mobilité, ça veut dire se déplacer pour une période, aller faire un stage d'études, un stage professionnel. Et donc ça, c'est le rôle du nouveau programme PINEF, Programme international de mobilité et d'employabilité francophone, qui va être lancé dès l'année 2025. Donc c'est un nouveau programme, et ce qu'on souhaite mettre en place avec l'ensemble des partenaires, ce sont des mobilités mondiales à l'échelle de la francophonie. Et donc, il s'agit de constituer un réseau d'établissements qui vont être en échange mutuel. Ça veut dire qu'une université va définir sa capacité d'accueil. Elle peut dire, je peux accueillir 10 étudiants qui vont venir dans le cadre de ce programme. Et bien dans ce cas, dans le programme, elle peut envoyer 10 étudiants dans le réseau. Donc des mobilités entrantes et sortantes, pas bilatérales, mais en réseau. Pour des mobilités plutôt courtes, plutôt pour des mobilités courtes de 1 à 4 mois, parce que ça facilite beaucoup de choses et qu'il n'y a pas de réglementation mondiale sur la reconnaissance de crédit, la reconnaissance de diplôme, etc. Donc c'est beaucoup trop compliqué de faire des échanges qui vont être créditants ou diplômants. Donc il faut faire des mobilités plutôt courtes et pour des stages aussi. Et en 2025, on va commencer par les masters et les doctorats. Donc des séjours de recherche, des stages, etc. Donc les missions, à quoi ça va servir ce programme? Pour l'AEF, les missions sont de renforcer la coopération internationale, renforcer le réseautage entre les universités, créer des liens. Quand vous allez dans un pays, quand vous faites une mobilité, c'est quelque chose qui vous marque longtemps. Vous allez avoir des amis, des relations, vous allez connaître d'autres choses, une autre culture, pratiquer au quotidien une autre langue. Tout ça, c'est vraiment très enrichissant. Et donc, c'est quelque chose que la francophonie permet à une échelle internationale, mondiale. Et ça permet aussi pour vous d'acquérir, d'améliorer votre employabilité et donc d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Enfin, il y a des régions qui sont plus ou moins francophones. Il y a des régions, il y a des pays où le français est une langue nationale. Il y a 31 pays où le français est une langue nationale dans la francophonie. Mais il y a des pays aussi qui sont moins francophones et dont l'apprentissage du français est un choix des étudiants. Par exemple, c'est le vôtre. Vous avez choisi d'apprendre le français. Et dans ce cadre-là, ça peut être aussi très intéressant de faire un stage dans un pays où le français est utilisé au quotidien, pas uniquement comme langue d'études, mais comme langue de vie, comme langue de travail, etc. Donc c'est aussi quelque chose que ce réseau permet. Et donc en 2025, on va lancer une phase
de tests avec des masters et des doctorats, ou des ingénieurs, c'est la même chose, avec des séjours internationaux professionnalisants. Donc avec des séjours entre 1 et 4 mois, avec des universités, des centres de recherche. Il faut être membre de l'AUF pour participer à ce réseau, et les centres de recherche et laboratoires peuvent être membres de l'AUF, et des entreprises ou des organisations partenaires. Et donc là, c'est pas forcément, on ne peut pas être membre de l'AUF quand on est une entreprise, mais on doit être conventionné avec l'AUF. Donc avec des conventions spécifiques pour les entreprises qui accueillent des stagiaires. Et selon 3 formules, donc soit une formule académique, c'est-à-dire un stage d'études dans un établissement universitaire, vous avez dans un programme, vous suivez le programme, vous suivez les cours, soit une formule recherche, un stage dans un centre ou un laboratoire de recherche, dans ce cas-là, vous participez aux activités du laboratoire, et la 3e formule est la formule professionnelle, un stage dans une organisation, dans une entreprise, où là, vous travaillez, vous apprenez de façon professionnelle de travailler au sein même d'une organisation. Donc la dernière diapo, donc sur le principe, il y a une plateforme de mobilité francophone qui est en construction, qui va bientôt être lancée et qui va permettre de mettre en relation des étudiants qui sont demandeurs et des universités ou des établissements qui souhaitent accueillir des mobilités. Et donc c'est cette construction de plateforme qui donnera les résultats, et donc ça permet, encore une fois, vous pouvez postuler, et n'hésitez pas à regarder, même en Asie-Pacifique, dans la région, le nombre de formations francophones qui y sont, et ça peut permettre aussi de belles mobilités au sein de la région. Je vous remercie de votre attention, et je suis disponible pour des questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous allons continuer avec monsieur Nguyễn Thanh Hùng, qui est directeur du département des affaires académiques de l'Institut Polytechnique de Hanoï. S'il vous plaît. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici pour partager mon expérience professionnelle et personnelle. En fait, je suis j'étais heureusement étudiant de deuxième promotion de programme PPAV. PPAV, je ne sais pas si vous êtes entendu ce programme. C'est le programme de formation des ingénieurs d'excellence au Vietnam. J'ai été admis pour ce programme à l'Institut Polytechnique de Hồ Chí Minh, Vinh. Donc, j'ai passé de première année à Hồ Chí Minh, à l'Institut Polytechnique de Hồ Chí Minh. Et après deuxième année, j'ai choisi la filière l'informatique uniquement disponible à l'Institut Polytechnique de Hanoï, et c'est pourquoi j'ai passé trois dernières années à l'Institut Polytechnique de Hanoï avant de poursuivre mes études en France pour mon master et ma thèse grâce à une bourse du gouvernement français. Et je voudrais partager un peu d'informations sur ce programme. En fait, ce programme vise à former des ingénieurs de haut niveau sur une approche pédagogique française. Et je pense que c'est un programme très très réussi. Et maintenant, on a déjà, je pense que plus que 3000 ingénieurs diplômés de ce programme, et ils travaillent partout en France, en Europe, au Vietnam et dans les autres pays développés. Ce programme, en fait,
quand j'étais étudiant, j'ai appris beaucoup de cours, des cours généraux, des cours spécialisés, des cours français. Et ça m'a posé toujours des questions. Pourquoi je dois apprendre beaucoup de cours comme ça? C'était très très lourd. Et vous savez, à l'Institut Polytechnique de Hanoï, si vous prenez que des cours spécialisés, des cours généraux et des cours spécialisés, c'est déjà très 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 lourd pour vous. C'est pas facile du tout. Et en plus, vous devez apprendre des cours anglais et des cours français. Et c'est pas facile du tout pour notre étudiant. Mais en fait, tout ça, ça m'a aidé beaucoup quand j'ai fait mes études en France. Donc, crois-moi, le plus vous travaillez aujourd'hui, le meilleur vous avez dans le futur. Deuxième chose pour ce programme, c'est le double diplôme. Je pense que c'est un point, c'est un avantage de ce programme. Et avec des étudiants de ce programme peuvent obtenir un double diplôme reconnu à la fois en France et au Vietnam. Et avec ce double diplôme, vous pouvez trouver facilement un emploi dans une entreprise française au Vietnam ou pour trouver une bourse ou poursuivre vos études en France. Et troisième chose, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, comme Madame Phương a déjà dit, peut-être dans notre génération, pouvoir parler une langue étrangère, ça suffit. Mais maintenant, non. Pour votre génération, je pense que vous devez pouvoir parler plus qu'une langue étrangère. Par exemple, maintenant, si vous pouvez parler couramment l'anglais et le français, je pense que vous avez beaucoup d'opportunités pour trouver un bon emploi. Et peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, pouvoir parler de langues étrangères, ça suffit pas. Peut-être vous devez pouvoir parler, par exemple, 3 langues étrangères. Et quand vous pouvez parler une langue étrangère, c'est pas que la langue, mais vous pouvez comprendre beaucoup de choses sur la culture, sur les gens, sur les méthodes de réfléchir, approche, de résoudre les problèmes, par exemple. Donc, je pense que vous maintenant il faut que parce que quand j'étais en France pour première année, la difficulté c'était pas pour des cours spécialisés. Le problème c'était toujours la langue, c'était toujours français. Et un autre chose ici, c'est-à-dire que le gouvernement français dispose de nombreuses politiques de soutien aux étudiants. Comme vous avez entendu aujourd'hui, il y a beaucoup de bourses, il y a beaucoup de politiques pour vous, notamment pour les étrangers. En plus de bourses, les étudiants bénéficient également d'une dette supplémentaire pour le logement ou pour le transport en commune, par exemple. Donc, pour tout ça, comme j'ai dit, avec des nombreux étrangers pour des étudiants francophones, de nombreux anciens étudiants ont trouvé des emplois comme ingénieurs ou rechercheurs, enseignants dans de grandes entreprises, universités, non seulement en France, mais aussi partout dans le monde. Et je crois que si vous pouvez faire bien votre étude dans une grande école en France, vous pouvez faire bien votre étude partout. Et si vous pouvez travailler bien dans une entreprise française au Vietnam ou en France, vous pouvez
vous pouvez trouver un bon emploi partout dans le monde entier. C'est mon expérience. Je voudrais partager avec vous. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Hung, pour votre partage. C'est un partage à partir de ces expériences personnelles très intéressantes. Nous allons continuer avec Madame Hung d'abord, d'accord? Elle continue avec l'IPH, voilà. Donc Madame Hung, qui est une enseignante de français depuis longtemps, qui travaille à l'IPH dans plusieurs programmes d'enseignement du français ou en français. Elle va partager son point de vue sur le rôle du français à l'université. Merci beaucoup. Chers invités, chers professeurs, chers étudiants, permettez-moi de faire une brève présentation de l'enseignement et de l'apprentissage de français à l'Institut Polytechnique de Hanoï et son importance pour les formations des étudiants. Donc vous savez bien que l'Institut Polytechnique de Hanoï est une institution d'enseignement supérieur clé du Vietnam. Et donc, elle est très reconnue pour ses formations d'ingénieurs. Depuis sa création en 1956, l'IPH joue un rôle important dans le développement technologique du pays et aussi dans la formation des ingénieurs du Vietnam. Donc, et alors, le français a une longue histoire en tant que la langue de l'enseignement et aussi la langue de coopération internationale de l'Institut Polytechnique de Hanoï avec les organismes internationaux, surtout et aussi les instances francophones. Donc, notre équipe pédagogique est composée de 6 enseignantes. On est très petits, mais on essaye toujours de faire des efforts pour accompagner les étudiants à réussir le français dans leur apprentissage et aussi réussir vers la fin de leur cursus universitaire. Donc, nos enseignants bénéficient de plusieurs formations continues en France, au Canada et en Belgique. Donc, cela nous a aidé beaucoup à mettre à jour des pratiques pédagogiques et aussi à être toujours à jour et en face de dernières pratiques pédagogiques pour aider les étudiants à travailler de plus en plus correctement. Donc, depuis longtemps, l'AEF a apporté un soutien financier très précieux pour nous à mettre en place des projets innovants. Et alors, donc, en particulier, dans la réalisation d'un projet intitulé « Renforcement de l'enseignement et l'apprentissage du français et des compétences requises chez les étudiants par la mise en place des cours hybrides de niveau licence ». Nous avons réalisé ce projet pendant 3 ans, de 2019 à 2022, pendant le Covid. Et on a bien réussi à atteindre tous les objectifs. Les initiatives accordées par l'AEF et l'équipe ont permis de mieux adapter leurs approches pédagogiques aux besoins des étudiants de notre école. Donc, comme programme de formation, nous avons 4 programmes de formation principaux, dont les 2 font partie du programme de formation des ingénieurs d'excellence au Vietnam, dont M. Hung vient de nous parler. Et le deuxième programme, c'est le programme de formation des ingénieurs informatiques, dans un programme avancé de l'école de technologie de l'information. Et le 4e programme, c'est le programme où les étudiants apprennent le français comme deuxième langue vivante. Donc, pour les 3 premiers programmes, les étudiants doivent acquérir le niveau du DELF B1 pour sortir de l'université. Et avec un volume horaire assez modeste, on devrait faire beaucoup d'efforts pour les aider à atteindre ce niveau requis.
Donc, à côté des activités pédagogiques, on a mis en place aussi des activités extrascolaires. C'est grâce à un club très intéressant dont le chef était là. Donc, c'est le club. Est-ce que vous pouvez monter? Voilà, j'ai déjà passé ça. C'est le club francophone. J'ai oublié de parler sur le cours, excusez-moi, c'est sur l'insertion professionnelle. Voilà, c'est le cours dont on est très fiers parce que c'est un cours qui est créé pour préparer les étudiants à entrer dans le monde professionnel. Dans le cadre de ce programme, chaque année, on essaie d'inviter les recruteurs professionnels à venir faire passer les entretiens d'embauche dont l'Inabora, FPT, Socotec, Vietnam Airlines et Pantaloc Vietnam. Donc, avec la participation des recruteurs professionnels, les étudiants ont la possibilité de tenter, voilà, de faire un exercice très intéressant, c'est la simulation d'entretien d'embauche. Donc, même si c'est un peu difficile parce que ce n'est pas le cas de tous les jours, mais ils ont appris beaucoup de choses. Ils vont apprendre encore beaucoup de choses via cet exercice et aussi le bilan qui fait toujours après chaque simulation menée par les recruteurs. Donc, je crois que et en tout, l'approche pédagogique que nous mettons en place, ça se pose sur l'utilisation des cours, de l'information, de la communication et les formations hybrides. Les formations hybrides jouent un rôle important ce sont les cours qui permettent aux étudiants de bénéficier des contenus pédagogiques en ligne tout en bénéficiant de séances de pratique en présentiel pour développer la communication orale. Donc grâce à ça, on pourrait faire travailler beaucoup mieux qu'avant pour développer toutes les 4 compétences langagières. Voilà, si on continue, on voit que le club de la francophonie de l'IPH est un club qui est soutenu par l'AEF. Il joue aussi un rôle important dans la promotion du français en dehors des cours. Donc les jeunes invitent des professeurs, des professionnels. Ils organisent des ateliers, des événements pour venir à parler, à partager, à travailler avec eux. Et ça pourrait renforcer leurs compétences linguistiques et à développer également leur réseau professionnel. Dans le photo, vous pouvez voir que les jeunes ont participé à un hackathon, voilà, donc, et aussi à des activités humanitaires. Et aussi à des cours que vous pouvez trouver dans les images. Donc ça pourrait illustrer le développement multidimensionnel de nos étudiants. Donc, et on pourrait voir que ces activités pourrait aider les étudiants à parler français dans un contexte beaucoup moins formel mais agréable. Donc ça pourrait aider à développer, à renforcer leur engagement vers le français. Voilà, donc, et après ça, on pourrait constater que grâce au français et au programme de formation francophone, nos étudiants ont bénéficié plusieurs bourses octroyées par l'ambassade de France pour l'AEF pour continuer leurs études de master et de doctorat. Et aussi, plusieurs bourses ont été octroyées par les établissements français, parce que les jeunes peuvent candidater auprès directement des établissements français. Donc, on a chaque année pas une dizaine, mais presque une dizaine de bourses chaque année dans tous les programmes. Donc c'est aussi un point très, très avantageux de nos étudiants. Et donc,
J'aimerais terminer mon intervention sur l'impact du français sur le monde professionnel. On constate que le français est un atout majeur pour les ingénieurs vietnamiens qui souhaitent travailler à l'international et surtout dans des organisations ou bien des entreprises francophones. Donc les entreprises, comme vous avez écouté tout à l'heure, valorisent les diplômés qui pourraient parler français, qui pourraient travailler avec les clients francophones. Et aussi, donc, les recherches ont montré que les ingénieurs francophones sont facilement, légèrement plus recrutés dans des entreprises internationales ou locales qui ont des liens commerciaux en Europe francophone. Donc, j'aimerais dire enfin que la langue française à l'IPH n'est pas seulement une matière de l'enseignement, ce n'est pas simplement une langue de communication, mais également un vecteur d'ouverture internationale et d'amélioration des perspectives professionnelles des étudiants. Donc, il est crucial de continuer à soutenir les initiatives de promotion du français à l'Institut Polytechnique de Hanoï pour permettre aux étudiants vietnamiens de s'intégrer pleinement dans un monde globalisé et multilingue. Merci de votre attention. Merci beaucoup Madame Hương qui a présenté le métier d'ingénieur en français. Maintenant, nous passons à la dernière intervention où Madame Nguyễn Thị Dương va nous parler du métier de professeur de français. Merci beaucoup Madame. Mesdames et messieurs, chers collègues et étudiants, c'est pour moi un grand plaisir d'être invitée à cette table ronde dont le thème reste toujours d'actualité. Et mon propos d'aujourd'hui tournera autour de deux points essentiels. Premièrement, je voudrais parler d'un constat général de la place du français dans l'enseignement supérieur. Nous savons tous que actuellement, en termes de nombre d'élèves, le français occupe une place relativement modeste dans notre système éducatif national, bien qu'il soit l'une des 7 langues enseignées officiellement dans les écoles. Cependant, les besoins en cette langue dans plusieurs domaines socio-économiques, professionnels, restent manifestement importants. Et ceci peut s'expliquer par bon nombre d'apprenants de français inscrits dans le système scolaire, dans les départements de français, dans les centres de langues étrangères et aussi dans les cours privés. Et il faut remarquer que la plupart d'entre eux s'y inscrivent en étant au niveau débutant en français. Et étant moi-même enseignante de français et responsable du département de français à l'Université de pédagogie de Hanoï, établissement pour la formation des professeurs pour tout le pays, je confirme le statut du français dans le système éducatif vietnamien. La langue française continue d'être choisie comme la langue d'études, la langue de formation, la langue de recherche, la langue de travail dans plusieurs domaines professionnels. Et avec les coopérations bilatérales, combien de licenciés, de masters, de docteurs ont été formés soit directement en France, au Canada, en Belgique, dans les pays, plusieurs pays francophones, soit dans les programmes délocalisés en co-formation ou formation étrangère. Combien
d'étudiants en licence, en master, en doctorat ont été formés dans les formations, dans les programmes francophones universitaires, appuyés par l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, depuis début des années 90 du siècle passé. Tout ceci sans compter les formations à courte durée, les stages. Et jusqu'ici, avec la politique d'ouverture et d'autonomie de plus en plus développée dans le système universitaire vietnamien. Et il ne serait pas exagéré de dire que ces formations en langue étrangère et en français, en ce qui nous concerne, font partie du paysage universitaire vietnamien. Et ces offres de formation paraissent par conséquent comme une réponse effective aux divers secteurs des ressources humaines de haute qualité et aussi comme un fort marqueur de l'action de la francophonie en direction des pays membres dont le français n'est pas la langue d'enseignement officielle comme le Vietnam. Et pour nous, en tant qu'établissement de formation due en français, la place de la langue française paraît d'évident très importante. Alors, deuxièmement, je voudrais parler de notre cas, de notre établissement de formation des professeurs. Où est notre place en tant qu'établissement de formation initiale des professeurs de français? Nous tenons à souligner une réalité, que la formation des futurs enseignants de français n'est plus la préoccupation de la plupart des établissements dispensant l'enseignement-apprentissage du et en français au Vietnam. Et nous sommes presque le seul établissement de formation des professeurs dans le nord du pays. Et d'abord, c'est parce qu'il s'agit de notre mission principale de l'Université de pédagogie, des écoles normales supérieures, dans la mission de former des futurs enseignants de tout le pays. Et en plus, c'est parce que nous considérons que tant qu'il y a des apprenants de français, quel que soit leur apprentissage, dans les centres de langue, dans les cours privés, dans n'importe où, il faudrait une formation pédagogique professionnelle qui permet d'assurer les enseignements. Sachons que, contrairement aux formations de français dispensées ailleurs, notre formation pédagogique des professeurs de français est totalement prise en charge par l'État. Voilà, c'est gratuit. Et une fois entrés dans notre université, les étudiants vont recevoir des subventions de l'État d'environ 3,60 millions oui, voilà. Une bourse, mensuelle, oui, tout à fait. Et beaucoup de subventions, d'autres subventions, des bourses universitaires aussi. Et ainsi, nos débouchés francophones se voient recrutés dans tous les enseignements, du niveau général, l'enseignement général, à l'enseignement supérieur et professionnel. À côté de la formation pédagogique des enseignants de français, nous sommes conscients également de l'ouverture aux autres spécialités de français. Et voilà, cette ouverture se fait aux modules spéciaux que nous comptons mettre en place dans le temps qui vient.
À cette occasion, au nom de l'Université de pédagogie de Hanoï, de notre département de français, avec 20 ans d'expérience dans l'enseignement du français, dans la formation initiale des futurs enseignants de français, je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation et je tiens aussi à solliciter l'appui de l'AIF, de l'ambassade de France, des organisations francophones, des partenaires francophones pour soutenir notre formation des enseignants de français qui devient de plus en plus rare au Vietnam. Et l'appui peut être l'assistance pédagogique, logistique, documentaire ou mobilité enseignant-étudiant. Et ceci, je pense que ceci, c'est pour prouver que l'enseignement-apprentissage du en français est toujours réel et la formation initiale et continue des professeurs de français reste toujours bénéfique aux autres et que les acteurs francophones sont solidaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon, merci beaucoup, Madame Zoum. Si je résume un tout petit peu, vous allez voir que là, nos 5 intervenants ont donné une vue globale sur à la fois les programmes de formation en français à l'université, les métiers que l'on peut apprendre en français, la bourse, le programme de mobilité et les formations dans la région qui sont en français. Donc pour le lycée 1, vous voyez déjà pourquoi j'apprends le français au lycée, parce que vous avez là des programmes de licence à l'université en français. Pour les étudiants qui sont déjà dans le programme de français ou en français, vous pouvez voir déjà dans les entreprises, la table ronde 1, le rôle du français dans les entreprises, parce qu'ils recrutent des gens qui doivent connaître, parler le français, n'est-ce pas? Je vais apporter un point d'analyse un peu économique sur la bourse de la francophonie pour faire des études en France. Peut-être vous êtes là déjà en licence, ok? Mais plus tard, vous pouvez faire un master, par exemple, en France. Je fais une analyse économique parce que je suis une maman qui a envoyé ma fille en France, ok? Bon, monsieur attaché de coopération scientifique a parlé de 4 000 € pour un programme de master. Ce sont les frais de scolarité. Normalement, c'est 15 000, d'accord? En Australie, aux États-Unis, c'est 25 000 $, ok? Donc, vous voyez, une année d'études en Australie ou aux États-Unis ou en Angleterre, ça coûte environ 1 milliard de $. 1 milliard de $. C'est combien ça? Ok? C'est beaucoup. C'est 40 000 quelque chose, 40 000 ou 50 000 $. Ok? Tandis que vous ne devez payer que 4 000 € en France. D'accord? Ce sont des frais de scolarité. Mais je sais qu'il y a des étudiants qui travaillent. Ils ont 20 heures maximum par semaine. Ils travaillent et ils gagnent environ 800 € par mois. Ok? Donc 800 € par mois, ça fait 3200 €. Par an, ça fait 8000 €. 9600 € par an. C'est ça? 9600 € par an, moins 4000 € des frais d'études, ça fait 5600 € argent de poche. Là, c'est pour la vie quotidienne, d'accord? La vie quotidienne d'un étudiant, c'est 700 € par mois environ, parce que le logement est
est subventionné par l'État. Par exemple, si on vit dans le réseau universitaire français, c'est 500, 400, si je me souviens bien. Par exemple, c'est 400 € par mois, moins 50%, parce que les 50% sont subventionnés par l'État. Okay? Donc, vous ne payez que 200 ou 300 € par mois avec la subvention de l'État. Et avec, vous calculez aussi la nourriture, comme moi, grande comme ça, grosse comme ça. Je me nourris avec 150 € par mois. Je fais la cuisine moi-même. OK? Donc, vous voyez, à calculer comme ça, le travail que vous faites par mois est suffisant pour nourrir vous-même. OK? Ou parfois, la famille vous finance un peu, mais ne buvez pas souvent les bubble milk tea. Hein? Trà sữa, là, ça coûte cher, 7 €. Voilà, par pot. Alors, donc là, pour vous dire que le français va vous aider à aller plus loin, soit pour le travail, soit pour le master ou le doctorat plus tard. Ça dépend de votre carrière. D'accord? Donc, sur ce point-là, je vous laisse poser vos questions. Peut-être 3 questions, parce qu'après, il faut terminer. Voilà. Allez-y. Ah, OK. Donc, on termine rapidement, peut-être avec une question. Parce qu'après, il y a des étudiants qui viennent dans cette salle. Oui. Oui, s'il te plaît. OK. Bonjour mesdames et messieurs, je suis étudiant en 3e année à l'Académie diplomatique du Vietnam. J'ai 2 questions. Premièrement, merci beaucoup pour votre partage très intéressant aujourd'hui. Première question, c'est dans un marché de travail où l'anglais est souvent la langue dominante. Comment la maîtrise du français peut-elle encore constituer un avantage constitutionnel, concurrentiel pour les candidats en quête d'opportunités à l'international et en particulier au Bénin? Merci. Et deuxième question, je veux concrétiser. La question c'est quelles sont les opportunités de stage pour les étudiants dans les entreprises françaises au Vietnam et quels secteurs sont les plus actifs dans ce domaine? Merci. Merci beaucoup, mais j'ai envie de dire déjà que la question est dans la réponse est dans votre question. Si vous dites que tout le monde doit parler anglais, et bien forcément ceux qui parlent français en plus ont un avantage concurrentiel. Donc il est évident que l'anglais est une langue internationale qui est indispensable sur le marché du travail, mais j'espère c'est aussi ce qu'on a pu vous montrer aujourd'hui. La francophonie, le français, c'est un réseau qui est mondial. Il y a des pays francophones dans tous les continents. Il y a des gens qui parlent français dans tous les continents. Donc c'est vraiment parler anglais plus français, c'est vraiment un avantage incontestable pour travailler dans ces entreprises-là. Et aussi, même si vous travaillez dans des entreprises anglophones, par exemple, mettons de commerce ou de e-commerce, le réseau mondial de clients francophones possibles est de plusieurs centaines de millions. Et donc, il y a un intérêt pour du commerce à avoir des gens qui parlent français pour converser avec leurs clients. Donc, ces atouts-là sont forts, mais on ne vous dit pas de remplacer l'anglais par le français. Bien sûr, parler français en plus, ça sera vraiment un plus. Et n'oubliez pas non plus que le Vietnam développe son marché économique partout dans le monde. Je dis par exemple le cas de l'Afrique, Viettel recrute des francophones pour aller travailler dans des marchés en Afrique par exemple, où plusieurs personnes parlent français. Et ils sont bien payés, hein. $2 000 par mois, c'est bien payé. Merci.
Ajouter quelque oui, chose la peut-être deuxième question. pour monsieur, puisqu'il est étudiant à l'Académie diplomatique du Vietnam. Il sait forcément que le français, c'est aussi une des langues officielles des Nations Unies, c'est aussi la langue des Jeux Olympiques, et ce n'est quand même pas un hasard si il y a quelques jours à peine, le secrétaire général du parti, Tholam, est allé en France pour le sommet de la francophonie, même s'il y a très peu de gens qui pratiquent le français en première langue au Vietnam. Le président, secrétaire général lui-même a très bien compris l'importance de la francophonie, et son déplacement était d'abord consacré à ce sommet de l'OIF, sommet qu'il a continué après par une bilatérale France-Vietnam. Le Vietnam était le seul pays qui a eu une bilatérale avec notre président. Et voilà, donc effectivement aujourd'hui l'anglais c'est même plus un sujet. Enfin, tout le monde parle anglais, donc finalement ça sert plus à rien. C'est vraiment le français qui fait la différence. Et donc on compte beaucoup sur l'Académie diplomatique, avec laquelle par ailleurs on a beaucoup de relations et beaucoup de projets, notamment en cours avec Sciences Po. Voilà. Bon, mais merci beaucoup, messieurs et mesdames, pour votre intervention très intéressante. Et merci beaucoup, chers étudiants, pour avoir participé. Nous allons terminer avec le dernier discours de fin de notre rencontre. J'invite monsieur Arnaud Panier à prendre la parole. Oui.